Bienvenue dans le KCIS Webinar Series. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue le prix de titre avec KCIS en plusieurs chapitres. Donc, il s'agit de notre rendez-vous annuel dont vous avez l'habitude désormais, dans lequel donc eh bien, nous avons la chance d'avoir la participation de Matt Chessum, qui est directeur chez S&P Global Market Intelligence, et mon collègue Ahmed Kamal, qui est sales spécialiste Securities Finance et Repo au sein de Market Solutions chez KCIS. L'agenda de notre webinaire aujourd'hui, il se décompose de la manière suivante. Matt va tout d'abord nous faire un point sur les revenus de l'industrie et les tendances, sur l'évolution par rapport aux revenus générés par l'industrie du prêt-titre. Pour la deuxième partie, eh bien, nous ferons un focus sur l'actualité en termes de réglementation et tout d'un point de vue macro sur tous les événements et réglementations qui pourraient avoir un impact sur le prêt de titre, et on fera également un point sur le T+1 avec la perspective de l'entrée en vigueur en 2027. Et enfin, Ahmed fera la partie sur les solutions prêt de titre et le financement de KCIS. Donc, je vais laisser la parole à Matt pour la partie industrie, couleur de marché et revenus. Oui, bonjour et merci Rémi. Donc, moi, je m'appelle Matt Chessum et moi, je représente S&P Global Market Intelligence. Donc, chez S&P Global, nous fournissons des données au marché financement des titres. Nous proposons de nombreuses solutions opérationnelles au marché du financement des titres, notamment une base de données indépendante et propriétaire qui assure une transparence quotidienne sur le marché. Donc, la principale source de nos données provient de courtiers, des dépositaires, des gestions d'actifs et les fonds spéculatifs. Et les données sont principalement utilisées par le marché pour aider à fixer les prix de transactions de financement de titres et à identifier la liquidité interjournalière pour la construction de portefeuilles d'analyse comparative et pour calculer le risque potentiel d'une liquidation forcée. Donc, si on commence par les revenus de marché, en fait, on peut voir que le revenu généré par l'activité de prêt de titres entre janvier et mai 2025 ont été relativement solides par rapport à la même période en 2024. Donc, une augmentation de 7% a été observée entre les deux périodes. La majorité de ces croissances proviennent d'une demande plus forte des emprunteurs pour les Exchange Traded Funds, les actions asiatiques et les obligations d'État. Donc, compte tenu de la forte volatilité observée sur les marchés financiers au cours du premier semestre de l'année, les ETF ont connu une demande soutenue de la part des emprunteurs. Ces produits étant de plus en plus utilisés à fin de couverture et pour des stratégies de trading thématique. Une activité marquée a également été observée sur les ETF à effet de levier liés aux actions individuelles du secteur crypto. Donc, cette volatilité accrue a également créé des opportunités sur les marchés asiatiques, les droits de douane imposés par le président Trump ayant entraîné une hausse de ventes découvertes dans les entreprises asiatiques du secteur des semi-conducteurs et des microprocesseurs. Donc, le Taïwan, Japon, Hong Kong et la Malaisie ont tous enregistré une hausse de revenus en conséquence. Donc, sur les marchés obligataires, les obligations d'entreprise et les obligations d'État ont affiché des bonnes performances par rapport à la même période en 2024. La volatilité des rendements des obligations de long terme et les ajustements de taux d'entrée ont continué à offrir de nombreuses opportunités pour les prêteurs. Donc, l'utilisation a baissé sur les actions par rapport à 2024 en raison d'une diminution des volumes sur les actions américaines. Elle a toutefois augmenté sur les actifs à revenus fixes, passant de 14,8% à un peu plus de 17%. Donc, si on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît, Rémi. Merci.
Donc, les revenus par typologie de prêteurs, en fait, donc on peut voir que les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds souverains sont tous les participants les plus courants sur le marché de prêt des titres. En analysant les revenus générés au cours des 5 premiers mois de l'année, on constate que les gestionnaires d'actifs ont capté la plus grande part des revenus de marché. À la fin mai, les gestionnaires d'actifs ont généré 1,3 milliard de dollars de revenus, soit environ 8% de moins que sur la même période de 2024. Donc, cette baisse s'explique par une diminution des opportunités de prêt à forte valeur par rapport à l'année précédente. Donc, les fonds de pension ont enregistré une hausse de 3% de leurs revenus, tandis que les revenus de compagnies d'assurance sont restés stables par rapport à 2024. Donc, la catégorie outre a connu une forte hausse de revenus avec une augmentation de 43% par rapport à 2024. Et cette progression s'explique notamment par une participation accrue des investisseurs particuliers au marché de prêt des titres, ce qui a soutenu les revenus dans cette catégorie. Donc, prochain, s'il vous plaît, Rémi. Donc, le rendement en point de base a diminué sur les actions au cours de l'année en raison de la hausse continue de la valorisation des actifs. En revanche, les rendements sur les actifs à revenus fixes sont restés stables ou ont augmenté, soutenus par une demande croissante de la part des emprunteurs pour cette classe d'actifs. Donc, les obligations d'État à court terme et à très long terme ont été le principal moteur de cette hausse. Les inquiétudes concernant l'augmentation des émissions de dette, l'évolution future de l'inflation et son impact sur les taux d'intérêt ayant stimulé la demande des emprunteurs. Donc, le prochain encore, s'il vous plaît, Rami. Donc, après le record observé sur les marchés boursiers mondiaux au cours du premier semestre de l'année, il n'est pas du tout surprenant que l'inventaire prêtable ait augmenté par rapport à l'année dernière aussi. Donc, l'inventaire prêtable a augmenté pour tous les participants du marché, les gestionnaires d'actifs contribuant désormais à hauteur de 24,5 000 milliards de dollars d'actifs prêtables sur le marché de prêt des titres. Donc, la taille de marché a également atteint son plus haut niveau jamais atteignant 43 000 milliards de dollars en mai de 2025. Donc, prochain, s'il vous plaît. Donc, les encours moyens prêtés ont augmenté chez tous les types de participants au marché au cours de la période en raison de la forte hausse de valorisation de marché. Donc, la plus forte progression a été observée chez les fonds de pension en lien avec une augmentation de l'activité d'emprunt sur les actifs à revenus fixes. Donc, les encours des fonds de pension ont augmenté de 116 milliards de dollars, ceux des fonds de souverains de 83 milliards de dollars et ceux des gestionnaires d'actifs de 79 milliards de dollars sur la période. Donc, à l'échelle du marché, dans son ensemble, les encours moyens prêtés ont augmenté de 14%. Donc, moi, je dirais que les revenus générés du prêt des titres ont fortement augmenté au premier semestre de 2025, portés par une volatilité accrue, un niveau élevé de risque géopolitique et des inquiétudes croissantes concernant l'émission de dettes souveraines. Donc, toutes les classes d'actifs ont connu une demande soutenue d'emprunte. Les opportunités de trading sont nombreuses face à un flux d'actualité en constante évolution pendant le premier semestre de cette année. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, le premier semestre de 2025 a généré le troisième revenu semestriel le plus élevé depuis le début de notre collecte de données en 2006. Donc, à l'approche du second semestre, donc, nous pensons que l'activité reste soutenue. Le risque géopolitique continue d'augmenter, ce qui alimente la demande pour des stratégies de couverture ou directionnelles, en fait. Et nous pensons que les actions asiatiques resteront recherchées et même si l'intérêt pour les ETF pourrait légèrement diminuer, à mon avis, il devrait continuer à être largement utilisé par les emprunteurs. Donc, merci beaucoup, Rémi, et j'espère que ça vous donne une bonne indication du marché de prêt des titres pendant le premier semestre de cette année. Merci beaucoup, Matt, pour ces tendances, ce point de marché sur l'année 2025. On va désormais passer à la partie suivante qui va
euh, qui va qui va constituer une revue de l'industrie, notamment en termes géopolitiques, en termes de réglementation, au niveau des politiques monétaires, de manière à ce qu'on puisse comprendre eh bien, les impacts que ça a sur le prix des titres. Et dans ce deuxième chapitre également, on aura un focus sur le développement. Alors tout d'abord, voyons un peu les tendances de l'industrie en 2025. En 2025 non seulement, mais également au-delà de 2025, on va le voir. Donc on a distingué le paysage selon plusieurs sujets. Le premier sujet, eh c'est un sujet très vaste et très chargé, très fourni. Il s'agit de la réglementation. Donc en termes de réglementation, eh bien, il y a, on disait, beaucoup de sujets actuellement. Donc le principal sujet, c'est le T+1 qui est prévu pour le octobre 2027. Donc on verra dans la partie, la page suivante, eh bien, comment on appréhende ce sujet-là chez KCIS. Donc, au niveau du T+1, donc, en Europe, donc ça s'est bien passé aux États-Unis, ça a été pas mal anticipé. En Europe, eh bien, il y a déjà des groupes de travail qui sont mis en place depuis un certain temps déjà. En Europe, la différence, c'est qu'il y a plusieurs marchés, mais il y a également aussi la combinaison avec les pénalités CSDR, qui sont quelque chose de spécifique à l'Europe, qui existe aussi de manière assez anecdotique sur les États-Unis, en tout cas, qui est très peu pénalisant. Et notamment, déjà, en Europe, on considère que les pénalités ne sont pas suffisamment élevées pour donner de la discipline en termes de règlement de livraison. Donc, il y a des discussions sur le fait de renforcer les pénalités CSDR. On parle d'une multiplication des pénalités par 15. Aujourd'hui, il n'y a rien de déterminé, mais cette combinaison d'augmentation des pénalités CSDR avec les plus 1 eh bien, risque de compliquer les choses. Même si aujourd'hui, on ne sait pas si il y aura un délai supplémentaire sur le renforcement des pénalités. La deuxième vraie partie sur la réglementation, c'est le partie reporting. Donc SFTR, eh bien maintenant c'est quelque chose de rodé chez les participants donc en termes de reporting. Mais Tensi One, donc Tensi One qui est son équivalent pour la partie US, c'est le même reporting, plus contraignant parce que intraday. Donc avec des rafraîchissements des reportings de l'ordre de 3 fois dans la journée. Donc ça alourdit la contribution de la part des participants et donc ça donne de la volumétrie assez importante par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc on est on va dire, dans un process d'escalation en termes de réglementation. NC1 fait plus fort que SFTR et SFTR2 devrait potentiellement aller dans la même lignée que NC1. Un sujet qui n'est pas des moindres et qui est vraiment un sujet important pour les acteurs du marché, c'est la consommation de RWA pour les opérations de cession temporaire, donc de prêt de titres et de pension livrée. Dans le prolongement de BAL 3, donc BAL 4, en termes de RWA et ce qu'on appelle l'output floor, donc c'est eh bien ne plus laisser aux banques le choix du modèle de calcul des RWA, mais imposer des barrières en fonction des modèles standards et des modèles propriétaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas une déviation trop importante par rapport
certains calculs de consommation de bilan. Donc, on en arrive à des sujets où eh bien, les participants qui sont côté sell side eh bien, vont commencer à faire non seulement, on en a déjà parlé, une révision du profit split, par exemple, sur les gains, les revenus du prêt de titre. Donc, et catégoriser donc éventuellement les beneficial owners selon un certain profil. Il y a quand même néanmoins la prise en compte dans BAL4 de la diversification du collatéral. Ça n'existait pas jusqu'alors. Ça paraît évident, mais ça ne l'était pas. Donc, c'est quand même un facteur très important et il est intéressant de le mettre dans la balance de manière à ce que, bien évidemment, en fonction du collatéral, eh bien, les consommations de verre ne soient pas les mêmes. Pour la partie réglementation en Amérique du Nord, donc, il y a donc, la compensation obligatoire des pensions des US Treasuries. Donc, c'est un sujet qui vient en face et qui est perturbé par la dérégulation des banques US. Donc, depuis son arrivée, le président Trump eh bien, a pour objectif de déréguler les banques US, ce qui impacterait énormément les banques européennes et encore plus les banques françaises sur le fait que les banques US pourraient, à l'inverse de la tendance en Europe, déterminer elles-mêmes les facteurs de calcul d'impact de bilan, par exemple, et donc pourrait avoir des contraintes d'immobilisation du capital beaucoup moins élevées que les banques européennes. Enfin, l'ESG, je dirais qu'on est en vitesse de croisière maintenant, en tout cas sur le prêt de titre. Nos clients qui ont cette sensibilité ESG et qui souhaitent que l'on adapte nos programmes prêt de titre à leur politique ESG, eh bien, ont reçu désormais toute la satisfaction de nos prestations. Dans l'industrie, eh bien, il y a ce facteur ESG qui est désormais pris en compte comme facteur à part entière, au même titre que l'être le collatéral ou autre. Et donc, eh bien, c'est devenu quelque chose de standard désormais et pour tout le monde. Après cette partie réglementation, nous passons sur la partie situation géopolitique. Donc, eh bien, tout le monde est au courant, évidemment, de la crise au Moyen-Orient, qui néanmoins, eh bien, n'a pas l'impact que avait eu potentiellement l'Ukraine, par exemple, sur la volatilité. Évidemment, c'est beaucoup plus concentré. Mais en revanche, la trêve annoncée par le président Trump de 90 jours concernant les droits de douane, eh bien, prendra fin la semaine prochaine. Donc, eh bien, est-ce que il y aura des nouveaux mouvements de marché et donc de la volatilité? C'est moins sûr que le président Trump eh bien, s'aventure dans des décisions qui ont fait créer beaucoup de volatilité, beaucoup d'instabilité au premier trimestre. Sujet pas des moindres, non des moindres, eh bien, la politique des taux par les banques centrales. En ce qui concerne la BCE, eh bien, il n'y a pas de baisse des taux qui soit anticipée en Europe prochainement. En revanche, pour ce qui est de la Fed, eh bien, il y a un consensus quand même qui indique qu'il y aura forcément une baisse des taux avant la fin de l'année, potentiellement septembre ou un peu plus tard.
mais la question est de savoir de combien. 25 BP, 50 BP, l'idée est de savoir où ça va nous mener. En revanche, eh bien, on est dans une politique où les taux longs sont presque élevés. Alors, est-ce que c'est un problème pour les États qui se refinancent sur des titres longs? Eh bien, à aujourd'hui, eh bien, les États continuent de s'endetter. Évidemment, c'est un sujet qui va arriver sur la table. On devine encore une fois de plus une pirouette de la part de certains États pour pouvoir continuer à se financer à des hauteurs de plusieurs pourcents, des pourcentages de plus de 100% de leur PIB. Mais tous ces facteurs-là, en termes de politique monétaire, font que ce qu'il faut retenir, c'est que eh bien, le cash continue de coûter cher. Et donc, le cash, eh bien, ça reste une valeur importante pour non seulement les opérations de financement, mais on le verra aussi pour le collatéral. Donc, on a des clients qui nous demandent est-ce que on ne pourrait pas plutôt avoir du collatéral cash dans les programmes prédictifs? Eh bien, il faut savoir que le collatéral cash coûte cher et que le gain que l'on pourrait faire en réinvestissant le collatéral cash, eh bien, c'est quelque chose qui se paye sur la partie près de nous. Enfin, l'innovation. Donc, l'innovation, trois sujets essentiellement cette année. Un qui avait déjà été abordé, donc c'est le follow the sun, surtout dans la perspective T+1. Donc maintenant, on est passé d'un système avec des batchs à un système plus real-time, donc pour se conformer aux obligations futures de règlement des titres. Donc, sur ce follow the sun, donc KCIS par exemple, donc avec des hubs en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, eh bien, est tout à fait préparé à faire en sorte que le T+1 se passe bien pour nos clients. Ce process de T+1, eh bien, qui a été très correctement anticipé aux US et fait partie donc des sujets qui occupent beaucoup de monde dans les banques, de manière à ce que, eh bien, il soit aussi bien attendu qu'aux États-Unis. Le repo clearing, le repo clearing, c'est la compensation des pensions livrées. Eh bien, c'est un sujet dans lequel KCIS travaille également beaucoup pour pouvoir offrir à ses clients eh bien, une prestation d'agent pour les chambres de compensation sur le repo. On pourra y revenir dans une autre présentation, mais c'est un sujet qui fait partie des développements. Et enfin, en termes d'innovation, cette semaine, il y a eu la communication sur MiCA, donc KCIS étant désormais la première banque française à avoir obtenu l'accréditation pour traiter, fournir des services crypto-monnaie, RTO également, et pouvoir faire des transferts. Donc, beaucoup d'investissements, des investissements massifs en termes d'innovation, de manière à ce qu'il y ait toujours ce contact permanent avec les évolutions du marché et les contraintes. Tout ça nous amène aux revenus du prêt de titre. Les commissions donc, des revenus, je ne reviendrai pas sur ce que Matt a présenté, c'était déjà très clair, très complet. En revanche, on en conclut que les commissions sont supérieures désormais à l'année précédente. On anticipe que on termine l'année sur base de cette tendance, bien entendu en dessous de 2023, mais 2023 était quand même une année excellente, mais au-dessus de 2024.
Pourquoi? Eh bien, un petit essoufflement au premier semestre du marché US. Le marché US, c'est le marché qui drive l'industrie du crédit. Quand le marché US va bien, eh bien, les revenus sont élevés. Mais en revanche, une très forte progression de certains produits en termes de catégories d'actifs ou de zones géographiques, en termes de relais de croissance, des ETF qui ont bondi de presque 100% sur certains d'entre eux et des titres négociés sur les marchés asiatiques. Enfin, une forte demande toujours maintenue, aussi élevée, d'HQLA, donc de titres de souverain corps, pour des besoins en LCR, donc qui se traduisent par des opérations de switch de collatéral à terme. Après cet aperçu de manière vraiment hélicoptère, très high level sur l'environnement de marché et les impacts sur les revenus, on va maintenant faire un petit focus sur Tech+1 parce que c'est un sujet dont vous entendrez encore beaucoup parler. Vous avez déjà entendu parler, mais c'est pas terminé. Donc, les groupes de travail donc, avancent énorme, très bien et très rapidement. KCIS, donc, pour ce qui est de T+1, eh bien, il est en mesure d'offrir c'est les trois solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pas dans les détails, mais en revanche, c'est important de comprendre ce dont vous pouvez bénéficier. Donc, les challenges sur le pré-titre, eh bien, les challenges, c'est d'être en mesure de restituer les titres aux agents, aux prêteurs dans les délais, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rallongement sur la chaîne de settlement. Pour cela, donc, eh bien, il y a bénéficie chez KCI non seulement d'une expertise historique, non seulement par les équipes, mais aussi par les systèmes. Ça se traduit par une sécurisation des programmes prédictifs qui font que un niveau d'automatisation élevé permet de restituer les titres aux clients dans les délais nécessaires. Face au prêt de titre, eh bien, il y a l'emprunt titre. Et donc là, la solution, le challenge, eh bien, c'est de couvrir les clients qui auraient besoin de supply, donc pour fluidifier leur règlement. Et comme on a vu donc par rapport à CSDR, c'est l'objectif d'épargner, de s'épargner les pénalités négatives. Mais grâce à ça, donc la solution qui est proposée par KCI, donc elle peut être, et Ahmed la détaillera un petit peu plus en détail tout à l'heure, soit un emprunt à la demande, donc non par non, ou alors des process automatiques de couverture. Et enfin, en termes de financement, eh bien, la question se pose toujours. Est-ce que, ce qui est typiquement des OPCVM ou passifs, est-ce qu'il va y avoir une adaptation donc, des souscriptions rachats qui vont passer également au T+1 pour matcher le marché du cash, ou est-ce que les souscriptions rachats vont passer donc vont rester en T+2? Si les deux choses l'une, soit le marché donc passe en T+1 et dans ce cas-là, donc on revient sur le follow the sun et KCI est en mesure donc de fournir à ses clients une prestation de valorisation qui donc permettra de valoriser les fonds et de les rendre liquides T+1. Ou alors donc il y a cette disruption temporaire ou permanente entre le passif et l'actif. Et alors, il y a des solutions de financement qui peuvent être proposées par KCI
pour compenser cet écart, ce gap entre le T+1 et le T+2. Donc ça s'est bien passé, le T+1 aux États-Unis. Il n'y a pas eu de séisme. C'était bien préparé. Attention, l'Europe est plus fragmentée. Il y a eu donc, vous avez peut-être dû le voir, donc la publication par le comité T+1 en Europe de la roadmap avec les recommandations. Donc, c'est un rapport de 60 pages et 21 recommandations. Je dirais que c'est sur les rails pour on va dire, un atterrissage en octobre 2027, comme prévu. Juste un point de détail néanmoins sur le financement. Ça s'est bien passé aux États-Unis. Il faut savoir que en face des fonds UCITS européens, les 40 Act US étaient déjà capables au moment du T+1 d'avoir des opérations au passif en T0. Donc c'est vraiment la différence sur cette partie-là qui distingue l'Europe et les US. Donc on voit que en global, il y a quand même quelques points quelques situations un peu différentes entre ces deux marchés qui vont tous les deux se conformer au T+1, mais sur sur des bases différentes. Après ce chapitre, je vais laisser la parole à Ahmed pour vous présenter les solutions prêt de titre chez KCIS. Merci Rémi pour ces explications. Je vais maintenant introduire cette troisième partie du webinaire consacrée à une présentation détaillée de l'offre de services KCIS. Tout d'abord, KCIS à ses clients propose à ses clients une gamme complète de solutions de marché regroupées sous le nom de Market Solution. Cette offre couvre le Forex, qui est le change de devise, mais aussi l'exécution, que ce soit des actions, produits dérivés, obligations, notamment aussi le clearing et le Securities Finance, qui est le prêt emprunt de titres, sur lequel nous reviendrons plus en détail dans les prochains slides. Donc, le Market Solution, c'est un modèle totalement intégré qui permet à nos clients de bénéficier d'une chaîne de services complète du front au back. Donc, si on se concentre sur le emprunt de titres, plus précisément, notre équipe est principalement basée au Luxembourg. On offre une couverture mondiale, c'est-à-dire où le prêt-emprunt de titres existe, que ce soit en Europe, aux US, en Asie et dans certains pays émergents. En termes de couverture, nous prêtons sur des actions, des ETF, des obligations, que ce soit souverains, entreprises et des convertibles. Bien évidemment, on a une équipe d'experts qualifiés, expérimentés, avec des opérateurs de marché sous la responsabilité de Olivier Zem et Julien Berge, qui sont basés principalement au Luxembourg, qui ont permis aussi de développer des outils performants qui permettent de piloter l'activité au mieux. Maintenant, si on se concentre sur le prêt-emprunt de titres, principalement, la première solution qu'on a ici, c'est le prêt de titre. Le prêt de titre, ça permet de générer des revenus, mais aussi d'optimiser votre portefeuille à travers deux modèles. Le premier modèle, c'est l'agent. Donc, le portefeuille client fait face directement à des contreparties emprunteuses. Et le second modèle, c'est le modèle principal où le portefeuille client fait face ici directement à KCIS, qui est la contrepartie unique. Et par la suite, KCIS va se retourner sur le marché pour prêter ses titres à des contreparties emprunteuses. Donc, le choix entre ces deux modèles, c'est vrai que le modèle agent il est plus approprié lorsque la taille du portefeuille est plus conséquente, plus importante, tandis que si la taille du portefeuille est moins importante, on va opter pour un modèle en principal. Bien évidemment, il est possible pour les clients qui ne sont pas déposés ou conservés
chez Cassis, d'être en remote, que ce soit en agent ou en principal. La deuxième activité, c'est l'emprunt de titres qui permet de fluidifier et faciliter le règlement de transactions. Dans ce cadre, le portefeuille va lui-même emprunter des titres à KCIS. C'est un modèle qui a largement été développé, notamment avec l'arrivée de CSDR. Donc, le premier modèle, c'est le modèle Felcoverage. Jérémy en a parlé précédemment. C'est ici, le client emprunte des titres sur demande à KCIS. C'est un modèle largement développé, aussi utilisé. Et le second modèle, c'est ce qu'on appelle ici l'auto-borrow, qui profite aux clients déposés chez KCIS pour screener les positions le jour de la date de valeur de la livraison des ventes, identifier dans ce cas-là les positions négatives et aller alimenter les comptes titres de manière à ce que le client puisse honorer leur vente. Et le troisième solution, c'est le financement de titres qui permet de gérer vos liquidités, ce qu'on appelle le switch de collatéral ou l'asset switch, appelé aussi du collatéral downgrade ou upgrade, qui permet aux banques d'améliorer leur LCR. Ce sont des opérations de prêt de titres HQLA de bonne qualité contre du collatéral comme des actions equities. On y arrive aussi à la pension livrée. Donc ici, dans ce cas-là, le client a besoin de cash. On va lui prêter du cash en échange contre du titre. Donc c'est un produit que nos clients utilisent aussi souvent chez KCIS. Et à l'inverse, si ce sont des fonds réguliers qui doivent respecter des limites de cash en fin de journée, nous allons, au contraire, recevoir du cash et en échange, le client va recevoir des titres. Et c'est ce qu'on appelle ici le reverse repo. Et ce dernier, c'est ce qui est gestion des liquidités. Donc, le financement de liquidités est tout à fait possible dans lequel Cassis a déjà développé des solutions, notamment pour des clients de renommée avec des solutions platearisées sur mesure pour le financement, par exemple, des parts de fonds. Donc, voilà en ce qui concerne les solutions de Cassis en termes de prêt. Merci Ahmed. Donc, écoutez, le webinaire arrive dans son dernier chapitre. C'est le moment de poser vos questions. J'espère qu'on va en avoir beaucoup. Alors, quelles sont les priorités business pour 2026? Alors, première question, quelles sont les priorités business pour 2026? Eh bien, 2026, donc, il y a beaucoup de sujets. Bien entendu, il y a, on va dire, la continuité dans la préparation des T+1. Mais il y a également aussi donc, l'adaptation d'un certain nombre de réglementations qui déjà vu le jour, c'est-à-dire le développement de nos innovations en permanence. C'est pas seulement sur 2026, mais je dirais que pour 2026, on a quelques sujets dans lesquels on continue de développer les modèles principaux et agents, surtout le modèle agent pour nos clients qui ont des portefeuilles de taille significative. Ce sont des clients qui ont manifesté un appétit pour le prêt de titre. Et donc, la meilleure façon de leur fournir cette solution, c'est
de passer sur des modélages. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire quel mot concerne le clearing repo? Est-ce une obligation réglementaire ou une option offerte aux acteurs de marché? Si c'est ce dernier cas, quels sont les avantages à passer par le clearing pour le repo, s'il vous plaît? Donc, une très bonne question. Le clearing de repo, non, aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas une obligation, en tout cas. Ce n'est pas une obligation du tout. En revanche, c'est un atout, c'est un avantage pour tous les participants, non seulement pour les sell-side, mais également pour les buy-side. Pourquoi? Parce que pour les sell-side, eh bien, c'est une façon de réduire leur consommation en RWA, parce qu'en passant par une chambre de compensation, eh bien, ça permet de mutualiser le risque. Et pour les buy-side, eh bien, le fait que les sell-side réduisent leur RWA, eh bien, ça permet d'avoir des niveaux plus agressifs. Et donc, le buy-side peut s'y retrouver grâce à ça en ayant des conditions de financement à des niveaux qui soient plus avantageux pour eux. Concernant SFTR2, quels sont les impacts attendus pour alors, pour SFTR2, il n'y a pas de date fixée. On pense qu'il va y avoir le TETC1 qui va rentrer en force début 2026. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question de business 2026. Et désolé, j'avais pas mentionné ce point, le TETC1. Donc 2026, entrée en vigueur de TETC1. Je pense que l'Europe va regarder comment ça se passe aux États-Unis et probablement s'inspirer donc on va dire de ce qui s'est plus ou moins bien passé pour adapter SFTR2. Bonjour, faites-vous du prêt de titre sur les ETF français ou européens? Quelles sont les contraintes? Pensez-vous y arriver bientôt? Alors oui, je confirme que nous faisons du prêt de titre sur les ETF français et européens, et même US. Alors les contraintes, eh bien, ça s'apparente au prêt de titre sur les actions. C'est quasiment la même chose. À la seule différence qui est non des moindres, c'est que les ETF, il n'y a pas de fiscalité sur les ETF, contrairement aux actions. En revanche, telles que les actions, les ETF, eh bien, sont listés. De notre côté, eh bien, il y a un monitoring de la liquidité également. Mais c'est totalement similaire aux actions. Je crois que le webinaire touche à sa fin. On va noter les dernières questions auxquelles on n'a pas pu répondre de manière à ce qu'on puisse vous communiquer. Je vois qu'il y a des questions intéressantes d'ailleurs, passage en T+1, suspension de CSDR, donc une question très intéressante également. Donc, nous ferons part de nos réponses. On vous les communiquera après le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. On était ravis de vous présenter cette petite revue, on va dire, qui permet de faire un point d'étape pour l'année 2025 et de voir les perspectives pour 2026. Et bien évidemment, n'hésitez surtout pas à nous contacter via tous les canaux sur lesquels on est disponible. À très bientôt.